Nous ne financerons pas ce cirque, dit ma mère d'un ton calme, tranchant, définitif. Mes projets de mariage, mon avenir, tout a été effacé en une seule phrase. Ma sœur n'a même pas scié. Meilleure chance la prochaine fois, ajouta-t-elle avec un sourire narquois, comme si c'était une blague. Papa est resté silencieux, comme il le faisait toujours quand elle décidait qui j'avais le droit d'être. J'aurais pu hurler. Au lieu de cela, j'ai dit un seul mot, entendu, et je suis sorti. Il pensait que j'allais craquer. Il pensait que je reviendrais en rampant, comme toujours. Mais 3 semaines plus tard, quand leur monde a commencé à s'effondrer, ils ont enfin compris ce que ce mot signifiait vraiment. Et tout a commencé par un simple appel téléphonique. De l'extérieur, ma famille ressemblait au genre de famille que les gens envient. Une maison en briques. Des sourires parfaits. Des dîners dominicaux que personne n'osait manquer. Mais à l'intérieur, chaque rire était assorti d'une règle. Ma mère, Carole, a bâti nos vies sur le contrôle, notre façon de parler, de nous habiller, de fréquenter quelqu'un, et même ce dont nous rêvions. Mon père, Richard, suivait son exemple, l'écho silencieux derrière chaque décision. Et ma sœur, Chloé, elle ne pouvait rien faire de mal. Quand nous étions enfants, je voulais dessiner des robes. Je remplissais des carnets de croquis de tissus et de couleurs. Un après-midi, maman a trouvé mes dessins, les a tenus comme des preuves, puis les a jetés directement à la poubelle. Tu ne vas pas gâcher ta vie avec des fantaisies, dit-elle. Mon père se tenait là, hochant la tête comme s'il était d'accord. Ce jour-là, j'ai appris que le silence pouvait préserver la paix. Les années ont passé. Je suis devenu ce qu'il voulait, une comptable stable, sûre. Chloé est allée à l'université pour étudier le marketing, assez créatif pour paraître respectable. Quand elle a ouvert sa boutique, maman lui a organisé une fête, se vantant de la vision de sa fille. Je me souviens de les avoir regardés trinquer sous des guirlandes lumineuses, les perles de maman scintillant alors qu'elle disait « Tu as toujours eu du flair ». Du flair ? Le mot me blesse encore. Le mien n'a jamais été autorisé. Puis est arrivé Julien. Je l'ai rencontré lors d'une collecte de fonds communautaires, le genre d'événement que mes parents qualifiaient de « bêtises de petite ville ». Il travaillait pour une organisation à but non lucratif, encadrait des enfants, riait trop facilement et posait de vraies questions. Avec lui, je me sentais considéré non pas comme un projet, mais comme une personne. La première fois que je l'ai ramené à la maison, le sourire de maman s'est figé à mi-chemin. « Alors, dit-elle, que faites-vous dans la vie ?» Quand il a expliqué, ses lèvres se sont courbées en quelque chose de poli mais froid. « Comme c'est admirable, marmonna papa. Au moins, il est gentil. » Chloé a simplement chuchoté, l'ambition est facultative, j'imagine, et a gloussé. Pendant 3 ans, Julien m'a soutenu à travers leur jugement silencieux. Nous avons planifié notre mariage avec soin, de manière responsable. Le domaine de la vigne, magnifique mais modeste, était le lieu de nos rêves. Nous avions économisé chaque euro nous-mêmes. Quand maman a proposé de nous aider, j'ai pensé qu'elle avait peut-être changé. Elle a dit qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. J'aurais dû me méfier. Ce matin-là, quand elle m'a rappelé à la maison, je pensais que c'était pour parler des fleurs ou du traiteur, pas de la guerre. Au moment où je suis entré, je l'ai senti, la tension, le silence avant que la lame ne tombe. Elle se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Chloé était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Papa fixait le tapis. Nous ne financerons pas ce cirque, déclara maman. Meilleure chance la prochaine fois, ajouta Chloé sans lever les yeux. Les mots m'ont frappé comme une gifle vif, humiliant, délibéré. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, mais je ne les ai pas laissés le voir. J'ai redressé le dos, hoché la tête une fois et dit « Entendu ». La pièce est devenue silencieuse. Maman a cligné des yeux, confuse. Chloé a souri d'un air narquois, certaine que j'avais abandonné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence n'était plus ma reddition. Le trajet de retour à mon appartement m'a semblé interminable. Le ciel était bas, gris et lourd, du genre à rendre le monde plus petit. Mon téléphone a vibré tout le long du chemin, Julien appelait, mais je ne pouvais pas répondre. J'avais besoin du calme, du bourdonnement de la route pour me stabiliser. Au moment où je suis rentré chez moi, mes mains avaient cessé de trembler, pour la plupart. Le faire-part était posé sur mon comptoir de cuisine papier crème, bordure dorée, nos noms imprimés côte à côte.
Je les ai fixés pendant un long moment avant de balayer toute la pile dans une boîte. Ce n'était pas encore de la colère, juste de l'engourdissement. Le genre qui pèse dans la poitrine comme une pierre. Julien est arrivé ce soir-là, le visage inquiet mais doux. Que s'est-il passé? Ils l'ont annulé, ai-je dit d'un ton neutre. Il a cligné des yeux. Annulé? Ils ne peuvent pas simplement. Si, ils l'ont fait. Ils ont appelé le lieu de réception, le fleuriste, tout. C'est fini. Il s'est approché, scrutant mon visage. Veux-tu que j'aille leur parler? J'ai secoué la tête. Non. Cette fois, c'est mon tour. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvé à fouiller dans un vieux tiroir. Tout au fond se trouvait mon carnet de croquis du lycée, celui que maman avait jeté des années auparavant. Les bords étaient cornés, les pages tachées de traits de crayon des robes, des blazers, des chaussures, toutes les choses que j'aimais avant qu'elles ne me disent de ne pas les aimer. J'ai tracé une esquisse avec mon doigt et j'ai senti la brûlure de quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années, la défiance. Le mot, entendu, résonnait dans ma tête. Avant, il signifiait la reddition. Il signifiait, vous avez gagné. Mais pas cette fois. Plus maintenant. J'ai pensé à chaque « entendu » que j'avais jamais prononcé, quand elle a choisi ma spécialité universitaire, quand elle a dit que la comptabilité était respectable, quand elle m'a dit que l'amour devait ressembler à l'argent et au statut. Chaque « entendu » était un morceau de moi qu'elle avait pris. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Chaque compte, chaque paiement, chaque contrat lié au mariage. Quelque chose ne semblait pas normal, trop précis, trop immédiat. On n'annule pas un événement complet aussi rapidement sans préparation. J'ai appelé le domaine de la vigne le lendemain matin. La coordinatrice a hésité avant de répondre. Je suis désolé, mademoiselle Durand, mais votre mère nous a déjà envoyé votre avis d'annulation signé. Mon quoi, ai-je demandé. Elle a marqué une pause. Il portait votre signature. Le sol a semblé basculer sous mes pieds. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet dans l'écran sombre du téléphone. Quelqu'un avait imité ma signature. Ma famille n'avait pas seulement annulé mon mariage, elle m'en avait complètement effacé. Je suis allé directement au bureau de Diane Martel le lendemain matin. Elle avait été l'avocate de mon entreprise une fois vive et inébranlable, le genre de femme qui semblait être née dans un tribunal. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas halté ni froncé les sourcils. Elle a juste commencé à écrire. « Montrez-moi les documents, dit-elle. » Je lui ai remis tous les dossiers que j'avais, les paiements, les factures, le contrat original pour le domaine de la vigne. Diane a feuilleté chaque page, son stylo tapotant contre le bureau à un rythme régulier. Puis elle s'est figée. « Ce formulaire d'annulation, murmura-t-elle en le brandissant. Ce n'est pas votre écriture. Je me suis penché. Mon nom était là, étalé sur la page d'une encre maladroite. Ma signature, mais pas la mienne. Diane a levé les yeux, son regard perçant. Quelqu'un l'a imité. Et s'ils ont utilisé vos informations financières pour effectuer des paiements, c'est un crime. Le mot « crime » m'a frappé comme une gifle glaciale. Je n'avais plus seulement affaire à de la manipulation. C'était du vol. Délibéré, calculé. Nous avons passé des heures à éplucher les détails, chaque transaction, chaque retrait du compte de mariage. Et c'est là que nous l'avons vu, des milliers d'euros virés à Chloé Durand Création, sa boutique. Une autre piste menait au paiement par carte de crédit de mes parents et aux rénovations de leur maison. Ils ont utilisé votre argent pour couvrir leurs dettes, a dit Diane. Et je parie que c'est encore pire. Cette nuit-là, je suis resté assise dans le noir, avec pour seule lumière l'écran de mon ordinateur portable. Je me suis remémoré chaque instant dans ma tête, le ton froid de maman, le sourire narquois de Chloé, le silence de papa. Tout s'est mis en place. Le mariage n'était pas seulement une démonstration de force. C'était une dissimulation. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Le nom de l'oncle Stéphane s'est affiché à l'écran. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais sa voix était tendue, mal à l'aise. « Éléonore, il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-il dit. « C'est à propos du fonds en fiducie de ton grand-père. » Je me suis figé. Qui a-t-il à ce sujet? Il l'a créé il y a des années. 230 000 euros. C'est à toi, mais il ne s'active que lorsque tu te maries. Tes parents le gèrent et en retirent des fonds.
J'ai vérifié les registres moi-même. L'air m'a manqué. Tu veux dire qu'ils utilisent l'argent depuis des années, a dit Stéphane doucement. L'entreprise de Chloé, la rénovation de la maison. Tout provient de ta fiducie. Si tu t'étais marié, cela aurait déclenché un audit complet. Il devait l'arrêter. J'ai mis une main sur ma bouche. Ma propre famille ne m'avait pas seulement volé. Elle avait détruit mon avenir pour le garder caché. Après l'appel, je suis resté assis sans bouger pendant un long moment. La colère est montée lentement, silencieusement, comme un orage se formant sur une eau calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un message à Diane, nous engageons une procédure. Puis j'ai murmuré pour moi-même, ils voulaient le contrôle. Maintenant, ils en subiront les conséquences. La salle d'audience sentait légèrement le vieux papier et le bois ciré. Des rangées d'inconnus chuchotaient derrière moi, le bourdonnement de la climatisation couvrant les battements de mon cœur. J'étais assise à la table du demandeur à côté de Diane, mes mains si serrées que mes jointures me faisaient mal. De l'autre côté de l'allée, ma famille semblait plus petite que dans mon souvenir. Les cheveux de maman étaient parfaits comme toujours, mais ses perles ne brillaient pas de la même manière sous la lumière fluorescente. La cravate de papa était de travers. Chloé faisait défiler son téléphone jusqu'à ce que l'huissier lui dise d'arrêter. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Affaire numéro 4721. Durand contre Durand, annonça le greffier. Les mots m'ont fait plus mal que je ne l'avais prévu. Diane a commencé calmement. Votre honneur, cette affaire concerne l'utilisation non autorisée des actifs financiers de ma cliente et une signature contrefaite sur des documents juridiquement contraignants. Nous avons l'intention de démontrer que les parents et la sœur d'Éléonore Durand ont non seulement interféré avec ses projets de mariage, mais ont également détourné son héritage. Maman s'est penchée vers son avocat, chuchotant quelque chose de sec. Elle n'aimait pas perdre le contrôle de l'histoire. Diane a tout exposé, le formulaire d'annulation falsifié, les retraits bancaires, les paiements acheminés vers la boutique de Chloé. Elle a transmis des copies au juge, chaque page atterrissant avec un bruit sourd et délibéré. Puis est venu le fond en fiducie. L'oncle Stéphane a pris la barre, mal à l'aise dans son costume. Mon père, le grand-père d'Éléonore, a créé une fiducie de 230 000 € pour elle. Elle devait être débloquée à son mariage. J'ai récemment découvert des fonds manquants. Qui les a retirés? A demandé Diane. Il a dégluti difficilement. Richard et Carole Durand. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat de maman a objecté. Non pertinent. Le fonds était géré dans le cadre des droits familiaux. Le ton de Diane est resté calme. Les droits familiaux ne couvrent pas la fraude. Les yeux de maman se sont dardés vers moi, vifs et froids. Tu ne comprends pas, Éléonore. Nous essayons de te protéger. Ce garçon, Julien, il est indigne de toi. Il t'aurait entraîné vers le bas. J'ai rencontré son regard. Me protéger en me volant? Sa voix s'est brisée. Nous n'avons utilisé que ce dont nous avions besoin. Chloé était criblée de dettes. Nous ne pouvions pas la laisser échouer. Peut-être qu'elle aurait dû, ai-je dit doucement. Peut-être que cela lui aurait appris ce qu'est la responsabilité. Chloé a frappé la table de sa main. Tu te crois meilleur que nous? Tu as toujours été l'ennuyeuse. Nos parents ont tout fait pour toi. Le juge a frappé une fois avec son marteau. Silence. Diane s'est tournée vers Chloé. Mademoiselle Durand, vos parents ont-ils transféré des dépenses de votre boutique depuis la fiducie d'Éléonore? Chloé a hésité, sa confiance s'estompant. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Vraiment? Diane a soulevé un document. Parce que cette facture pour la rénovation de votre boutique porte la signature de votre père et le numéro de compte de la fiducie d'Éléonore. Le visage de Chloé a perdu toute couleur. Au moment où Diane a terminé sa plaidoirie, tous les secrets étaient révélés. Maman a essayé de jouer la martyre, papa a marmonné des excuses à demi-mot, et Chloé a pleuré dans un mouchoir qu'elle n'a pas vraiment utilisé. Quand le juge a finalement parlé, sa voix était ferme, froide, définitive. Ce tribunal se prononce en faveur de la demanderesse. Tous les fonds détournés de la fiducie doivent être restitués immédiatement. Des dommages-intérêts supplémentaires de 45 000 € seront accordés pour fraude et préjudice moral. Le souffle de maman s'est coupé. Les épaules de papa se sont affaissées. Chloé m'a regardé avec une incrédulité totale.
Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai juste expiré pour la première fois depuis des mois. À l'extérieur du palais de justice, le ciel était clair, d'un bleu rare qui semblait presque artificiel. Il n'y avait pas de journalistes. Pas de foule, juste le calme. Diane s'est tournée vers moi. Tu l'as fait. Je les ai juste arrêtés, ai-je dit. C'est tout. Une semaine plus tard, je me tenais à nouveau au domaine de la vigne, sous la même arche où les mots de ma mère m'avaient hanté. Mais cette fois, c'était à moi. Les lumières du jardin scintillaient doucement, les tables étaient drapées de lin blanc, simple et élégante. Julien attendait au bout de l'allée, sa cravate légèrement de travers, son sourire inébranlable. Mon ami Olivier a fait un signe de la main depuis le deuxième rang. L'oncle Stéphane a hoché la tête avec fierté. Et Diane, qui ne souriait pas beaucoup, l'a fait. Quand la musique a commencé, j'ai senti ma gorge se serrer. Pas de mère pour ajuster mon voile, pas de père pour m'accompagner à l'hôtel. Juste moi, marchant seul. Chaque pas me donnait l'impression de récupérer quelque chose de volé. En arrivant à côté de Julien, il a chuchoté, « Ça va. » Je vais plus que bien, ai-je dit, et je le pensais. Nous avons échangé nos vœux tranquillement, pas pour le spectacle, pas pour qui que ce soit d'autre. L'officiant nous a déclarés mari et femme. Et pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'était le vent à travers la vigne et le faible son des rires. De vrais rires. Après la cérémonie, je me suis éclipsé un moment, debout sous le même chêne où j'avais pleuré après que tout se soit effondré. J'ai levé les yeux vers les lumières et j'ai pensé à la façon dont le silence était devenu mon arme. Ma mère avait un jour qualifié mon mariage de cirque. Maintenant, c'était la paix. À l'intérieur, la musique et la chaleur emplissaient l'air. Julien a attrapé ma main et m'a entraîné pour danser. Le monde est devenu flou, les visages, les lumières, tout. Quand la nuit s'est terminée, j'ai écrit un dernier courriel. Simple, net. Carole, Richard et Chloé, le tribunal a montré qui vous êtes. Je vous souhaite le meilleur, mais c'est un adieu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur envoyer. Dehors, les criquets chantaient. Julien m'a entouré de son bras et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Quelques semaines plus tard, les appels ont commencé. D'abord maman, puis papa, puis Chloé. Chacun laissait un message qui sonnait pareil, des voix douces, des excuses forcées, un petit tremblement pour susciter la sympathie. Nous voulons juste parler, ma chérie. Pouvons-nous nous voir juste une fois? Les choses ont dérapé. Je n'ai pas répondu. Le téléphone vibrait sur le comptoir pendant que je pliais le linge, préparais le dîner, vivais ma vie. Chaque vibration semblait plus faible que la précédente. Puis est arrivé le message vocal qui m'a fait marquer une pause. La voix de maman, cassante et fatiguée. Ton père a perdu son emploi. La boutique de Chloé. Elle n'existe plus. Nous essayons de repartir à zéro. Nous avons besoin d'aide. J'ai fixé le mur, plus en colère, juste vide. Il m'avait assez pris. J'ai appris plus tard toute l'histoire par Olivier. Papa avait été licencié après un scandale. Maman travaillait à temps partiel dans un grand magasin. Chloé était criblée de dettes. Les mêmes personnes qui dictaient autrefois ma vie ne pouvaient même pas maintenir la leur à flot. Une nuit, les appels ont recommencé, les uns après les autres. L'écran s'est allumé avec leur nom. Je l'ai pris, j'ai tapé lentement et j'ai envoyé un seul texto, le cirque est déjà complet. Puis j'ai posé le téléphone face contre table, je me suis versé un verre de vin et je suis retourné à mes croquis sous la douce lumière de la cuisine. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la fenêtre, chaude et silencieuse. Julien m'a embrassé le front avant de partir travailler, et je me suis assise à mon bureau, entouré d'échantillons de tissus et de croquis à moitié finis. Ma première ligne de vêtements prenait forme, la mienne, pas la leur. La liberté n'était pas bruyante. Elle était calme, stable, méritée. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur la table. Pas de nouveaux appels, pas d'excuses, juste le silence. Le genre de silence qui signifiait enfin la paix. Maman a dit un jour que mon mariage était un cirque. Peut-être qu'elle avait raison, parce que maintenant le spectacle était terminé, et c'est moi qui suis parti en souriant. Si vous avez déjà eu à vous choisir plutôt que votre famille, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Il y a toujours une autre histoire à raconter.